Bonsoir à tous, bienvenue sur D8 pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Aujourd'hui, je vais poursuivre la lecture de Robinson Crusoe, qui est un roman de Daniel Defoe. Je vais donc poursuivre cette lecture et n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Merci beaucoup. Chaque jour, j'allais chasser et faire ma ronde dans les bois, à moins que la pluie ne m'en empêchât. Et dans ces promenades, je faisais assez souvent la découverte d'une chose ou d'une autre à mon profit. Je trouvais surtout une sorte de pigeon, qui ne nichait point sur les arbres comme font les ramiers, mais dans des trous de rochers, à la manière des pigeons domestiques. Je pris quelques-uns de leurs petits pour essayer à les nourrir et à les apprivoiser, et j'y réussis. Mais quand ils furent plus grands, ils s'envolèrent. Le manque de nourriture en fut la principale cause, car je n'avais rien à leur donner. Quoi qu'il en soit, je découvrais fréquemment leur nid, et j'y prenais leurs pigeonneaux dont la chair était excellente. En administrant mon ménage, je m'aperçus qu'il me manquait beaucoup de choses, que de prime abord, je me crus incapable de fabriquer ce qui de fait se vérifia pour quelques-uns. Par exemple, je ne pus jamais amener une futaille au point d'être cerclée. J'avais un petit baril ou deux, comme je l'ai noté plus haut, mais il fut tout à fait hors de ma portée d'en faire un sur leur modèle. J'employais pourtant plusieurs semaines à cette tentative, je ne sus jamais l'assembler sur ses fonds ni joindre assez exactement ses douves pour y faire tenir de l'eau. Ainsi, je fus encore obligée de passer outre. En second lieu, j'étais dans une grande pénurie de lumière. Sitôt qu'il faisait nuit, ce qui arrivait ordinairement vers 7 heures, j'étais forcée de me mettre au lit. Je me ressouvins de la masse de cire vierge dont j'avais fait des chandelles pendant mon aventure d'Afrique, mais je n'en avais point alors. Mon unique ressource fut donc que j'eus tué une chèvre, d'en conserver la graisse et avec une petite écuelle de terre glaise, que j'avais fait cuire au soleil et dans laquelle je mis une mèche d'étoupe. De me faire une lampe dont la flamme me donna une lueur, mais une lueur moins constante et plus sombre que la clarté d'un flambeau. Au milieu de tous mes travaux, il m'arriva de trouver, en visitant mes bagages, un petit sac qui, ainsi que je l'ai déjà fait savoir, avait été empli de grains pour la nourriture de la volaille à bord du vaisseau. Non pas lors de notre voyage, mais, je le suppose, lors de son précédent retour de Lisbonne. Le peu de grains qui était resté dans le sac avait été tout dévoré par les rats. Et je n'y voyais plus que de la balle et de la poussière. Or, ayant besoin de ce sac pour quelque autre usage, c'était, je crois, pour y mettre de la poudre lorsque je la partageais de crainte du tonnerre, j'allais en secouer la balle au pied du rocher, sur un des côtés de mes fortifications. C'était un peu avant les grandes pluies mentionnées précédemment que je jetais cette poussière sans y prendre garde. Pas même assez pour me souvenir que j'avais vidé là quelque chose. Quand, au bout d'un mois ou environ, j'aperçus quelques tiges vertes qui sortaient de terre. J'imaginais d'abord que c'était quelques plantes que je ne connaissais point. Mais quelle furent ma surprise et mon étonnement lorsque, peu de temps après, je vis environ 10 ou 12 épis d'une orge verte et parfaitement de la même qualité que celle d'Europe, voire même que notre orge d'Angleterre. Il serait impossible d'exprimer mon ébahissement et le trouble de mon esprit à cette occasion. Jusque-là, ma conduite ne s'était appuyée sur aucun principe religieux. En fait, j'avais très peu de notions religieuses dans la tête. Et dans tout ce qui m'était advenu, je n'avais vu que l'effet du hasard, ou comme on dit légèrement, du bon plaisir de Dieu. Sans même chercher, en ce cas, à pénétrer les fins de la providence et son ordre qui régit les événements de ce monde. Mais après que j'eus vu croître de l'orge dans un climat que je savais n'être pas propre à ce grain, surtout ne sachant pas comment il était venu là, je fus étrangement émerveillée. Et je commençai à me mettre dans l'esprit que Dieu avait miraculeusement fait pousser cette orge sans le concours d'aucune semence, uniquement
pour me faire subsister dans ce misérable désert. Cela me toucha un peu le cœur et me fit monter des larmes aux yeux. Et je commençais à me féliciter de ce qu'un tel prodige eût été opéré en ma faveur. Mais le comble de l'étrange, pour moi, ce fut de voir, près des premières, tout le long du rocher, quelques tiges éparpillées qui semblaient être des tiges de riz, et que je reconnus pour telles parce que j'en avais vu croître quand j'étais sur les côtes d'Afrique. Non seulement je pensais que la Providence m'envoyait ses présents, mais étant persuadée que sa libéralité devait s'étendre encore plus loin, je parcourus de nouveau toute cette portion de l'île que j'avais déjà visitée, cherchant dans tous les coins et au pied de tous les rochers, dans l'espoir de découvrir une plus grande quantité de ces plantes. Mais je n'en trouvais pas d'autres. Enfin, il me revint à l'esprit que j'avais secoué en cet endroit le sac qui avait contenu la nourriture de la volaille. Et le miracle commença à disparaître. Je dois l'avouer, ma religieuse reconnaissance envers la providence de Dieu s'évanouit aussitôt, et que j'eus découvert qu'il n'y avait rien que de naturel dans cet événement. Cependant, il était si étrange et si inopiné qu'il ne méritait pas moins ma gratitude que s'il eût été miraculeux. En effet, n'était-ce pas tout aussi bien l'œuvre de la Providence que s'ils étaient tombés du ciel, que ces 10 ou 12 grains fussent restés intacts quand tout le reste avait été ravagé par les rats, et qu'en outre, je les eusse jetés précisément dans ce lieu abrité par une roche élevée où ils avaient pu germer aussitôt, tandis qu'en cette saison partout ailleurs, ils auraient été brûlés par le soleil et détruits. Comme on peut le croire, je recueillis soigneusement les épis de ces blés dans leur saison, ce qui fut environ à la fin de juin, et mettant en réserve jusqu'au moindre grain, je résolus de semer tout ce que j'en avais, dans l'espérance qu'avec le temps, je récolterais assez pour faire du pain. 4 années s'écoulèrent avant que je pusse me permettre d'en manger. Encore n'en usai-je qu'avec ménagement, comme je le dirai plus tard, en son lieu, car tout ce que je confiai à la terre la première fois fut perdu pour avoir mal pris mon temps et le semant justement avant la saison sèche, de sorte qu'il ne poussa pas, ou poussa tout au moins fort mal. Nous reviendrons là-dessus. Outre cette orge, il y avait 20 ou 30 tiges de riz, que je conservais avec le même soin et dans le même but, c'est-à-dire pour me faire du pain, ou plutôt diverses sortes de mets. J'avais trouvé le moyen de cuire sans four, bien que plus tard j'en ai fait un. Mais retournons à mon journal. Je travaillais très assidûment, pendant ces 3 mois et demi, à la construction de ma muraille. Le 14 avril, je la fermai, me réservant de pénétrer dans mon enceinte au moyen d'une échelle, et non point d'une porte, afin qu'aucun signe extérieur ne pût trahir mon habitation. Avril, le 16. Je terminai mon échelle, dont je me servais ainsi. D'abord, je montai sur le haut de la palissade, puis je l'amenai à moi et la replaçai en dedans. Ma demeure me parut alors complète, car j'y avais assez de place dans l'intérieur, et rien ne pouvait venir à moi du dehors, à moins de d'abord passer par-dessus ma muraille. Juste le lendemain que cet ouvrage fut achevé, je faillis avoir tous mes travaux renversés d'un seul coup, et à perdre moi-même la vie. Voici comment. J'étais occupée derrière ma tente, à l'entrée de ma grotte, lorsque je fus horriblement effrayée par une chose vraiment affreuse. Tout à coup, la terre s'éboula de la voûte de ma grotte et du flanc de la montagne qui me dominait, et 2 des poteaux que j'avais placés dans ma grotte craquèrent, effroyablement. Je fus remuée jusque dans les entrailles, mais ne soupçonnant pas la cause réelle de ce fracas, je pensais seulement que c'était la voûte de ma grotte qui croulait, comme elle avait déjà croulé en partie. De peur d'être engloutie, je courus vers mon échelle et, ne m'y croyant pas encore en sûreté, je passai par-dessus ma muraille pour échapper à des quartiers de rochers que
Je m'attendais à voir fondre sur moi. Sitôt que j'eus posé le pied hors de ma palissade, je reconnus qu'il y avait un épouvantable tremblement de terre. Le sol sur lequel j'étais s'ébranla 3 fois, à environ 8 minutes de distance. Et ces 3 secousses furent si violentes qu'elles auraient pu renverser l'édifice le plus solide qui ait jamais été. Un fragment énorme se détacha de la cime d'un rocher situé proche de la mer, à environ un demi-mille de moi, et tomba avec un tel bruit que, de ma vie, je n'en avais jamais entendu de pareil. L'océan même me parut violemment agité. Je pense que les secousses avaient été plus fortes encore sous les flots que dans l'île. N'ayant jamais rien senti de semblable, ne sachant pas même que cela exista, je fus tellement atterrée que je restai là comme mort ou stupéfiée. Et le mouvement de la terre me donna des nausées comme à quelqu'un ballotté sur la mer. Mais le bruit de la chute du rocher me réveilla, m'arracha à ma stupeur et me remplit d'effroi. Mon esprit n'entrevit plus alors que l'écroulement de la montagne sur ma tente et l'anéantissement de tous mes biens. Et cette idée replongea une seconde fois mon âme dans la torpeur. Après que la 3e secousse fut passée, et qu'il se fut écoulé quelque temps sans que j'eusse rien senti de nouveau, je commençai à reprendre courage. Pourtant, je n'osais pas encore repasser par-dessus ma muraille, de peur d'être enterré tout vif. Je demeurai immobile, assis à terre, profondément abattu et désolé, ne sachant que résoudre et que faire. Durant tout ce temps, je n'eus pas une seule pensée sérieuse de religion, si ce n'est cette banale invocation. Seigneur, aie pitié de moi, qui cessa en même temps que le péril. Tandis que j'étais dans cette situation, je m'aperçus que le ciel s'obscurcissait et se couvrait de nuages comme s'il allait pleuvoir. Bientôt, après, le vent se leva par degrés, et en moins d'une demi-heure, un terrible ouragan se déclara. La mer se couvrit tout à coup d'écume, les flots inondèrent le rivage, les arbres se déracinèrent. Bref, ce fut une affreuse tempête. Elle dura près de 3 heures. Ensuite, elle alla en diminuant, et au bout de 2 autres heures, tout était rentré dans le calme, et il commença à pleuvoir abondamment. Cependant, j'étais toujours étendue sur la terre, dans la terreur et l'affliction, lorsque soudain je fis réflexion que ces vents et cette pluie, étant la conséquence du tremblement de terre, ils devaient être passés et que je pouvais me hasarder à retourner à ma grotte. Cette pensée ranima mes esprits. Et la pluie aidant, aussi à me persuader, j'allai m'asseoir dans ma tente. Mais la violence de l'orage menaçant de la renverser, je fus contraint de me retirer dans ma grotte, quoique j'y fusse fort mal à l'aise, tremblant qu'elle ne s'écroulât sur ma tête. Cette pluie excessive m'obligea à un nouveau travail, c'est-à-dire à pratiquer une rigole, au travers de mes fortifications, pour donner un écoulement aux eaux, qui, sans cela, auraient inondé mon habitation. Après être resté quelque temps dans ma grotte, sans éprouver de nouvelles secousses, je commençai à être un peu plus rassurée. Et pour ranimer mes sens, qui avaient grand besoin de l'être, j'allai à ma petite provision, et je pris une petite goutte de rhum. Alors, comme toujours, j'en usai très sobrement, sachant bien qu'une fois bu, il ne me serait pas possible d'en avoir d'autre. Il continua de pleuvoir durant toute la nuit et une grande partie du lendemain, ce qui m'empêcha de sortir. L'esprit plus calme, je me mis à réfléchir sur ce que j'avais de mieux à faire. Je conclus que l'île, étant sujette au tremblement de terre, je ne devais pas vivre dans une caverne, et qu'il me fallait songer à construire une petite hutte dans un lieu découvert, que, pour ma sûreté, j'entourerais également d'un mur, persuadée qu'en restant où j'étais, je serais un jour ou l'autre enterré tout vif. Ces pensées me déterminèrent à éloigner ma tente de l'endroit qu'elle occupait justement au-dessous d'une montagne menaçante, qui, sans nul doute, l'ensevelirait à la première secousse. Je passai les 2 jours suivants, les 19 et 20 avril, à chercher où
et comment je transporterais mon habitation. La crainte d'être englouti vivant m'empêchait de dormir tranquille. Et la crainte de coucher dehors, sans aucune défense, était presque aussi grande. Mais quand, en regardant autour de moi, je voyais le bel ordre où j'avais mis toutes choses, et combien j'étais agréablement cachée et à l'abri de tout danger, j'éprouvais la plus grande répugnance à déménager. Dans ces entrefaites, je réfléchis que l'exécution de ce projet me demanderait beaucoup de temps, et qu'il me fallait, malgré les risques, rester où j'étais, jusqu'à ce que je me fusse fait un campement et que je l'eusse rendu assez sûr pour aller m'y fixer. Cette décision me tranquillisa pour un temps, et je résolus de me mettre à l'ouvrage avec toute la diligence possible, pour me bâtir dans un cercle, comme la première fois. Un mur de pieux, de câbles, etc. Et d'y établir ma tente quand il serait fini, mais de rester où j'étais jusqu'à ce que cet enclos fût terminé et prêt à me recevoir. C'était le 21. Le 22. Dès le matin, j'avisais au moyen de réaliser mon dessein, mais j'étais dépourvue d'outils. J'avais 3 grandes haches et une grande quantité de hachettes, car nous avions emporté des hachettes pour trafiquer avec les Indiens. Mais à force d'avoir coupé et taillé des bois durs et noueux, elles étaient émoussées et ébréchées. Je possédais bien une pierre à aiguiser, mais je ne pouvais la faire tourner en même temps que je repassais. Cette difficulté me coûta autant de réflexion qu'un homme d'État pourrait en dépenser sur un grand point de politique, ou un juge sur une question de vie ou de mort. Enfin, j'imaginai une roue à laquelle j'attachai un cordon pour la mettre en mouvement au moyen de mon pied, tout en conservant mes 2 mains libres. Nota. Je n'avais jamais vu ce procédé mécanique en Angleterre, ou du moins je ne l'avais point remarqué, quoique j'ai observé depuis qu'il y est très commun. En outre, cette pierre était très grande et très lourde, et je passai une semaine entière à amener cette machine à perfection. Les 28 et 29. J'employais ces 2 jours à aiguiser mes outils, le procédé pour faire tourner ma pierre allant très bien. Le 30. M'étant aperçu depuis longtemps que ma provision de biscuits diminuait, j'en fis la revue et je me réduisis à un biscuit par jour, ce qui me rendit le cœur très chagrin. Mais, le 1er. Le matin, en regardant du côté de la mer, à la marée basse, j'aperçus par extraordinaire sur le rivage quelque chose de gros, qui ressemblait assez à un tonneau. Quand je me fus approchée, je vis que c'était un baril, et quelques débris du vaisseau qui avaient été jetés sur le rivage par le dernier ouragan. Portant alors mes regards vers la carcasse du vaisseau, il me sembla qu'elle sortait au-dessus de l'eau, plus que de coutume. J'examinai le baril qui était sur la grève. Je reconnus qu'il contenait de la poudre à canon, mais qu'il avait pris l'eau et que cette poudre ne formait plus qu'une masse aussi dure qu'une pierre. Néanmoins, provisoirement, je le roulais plus loin sur le rivage et je m'avançais sur les sables le plus près possible de la coque du navire, afin d'essayer d'en trouver d'autres. Quand je fus descendu tout proche, je trouvai sa position étonnamment changée. Le château de proue, qui d'abord était enfoncé dans le sable, était alors élevé de 6 pieds au moins, et la poupe, que la violence de la mer avait brisée et séparée du reste peu de temps après que j'y eus fait mes dernières recherches, avait été lancée, pour ainsi dire, et jetée sur le côté. Et c'est là que nous allons arrêter cette lecture pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Merci beaucoup, bonne nuit ou une bonne journée. À bientôt.